Bonjour tout le monde. Je m'appelle Camille Tara, je suis chercheur en informatique je vais vous parler de la plateforme Bourse. Donc Bourse, comme Generator Adaptive Learning, c'est un générateur de scénario personnalisé dédié au jeu cerveau, c'est le dit. Cette plateforme a été conçue, développée et évaluée dans le cadre d'un projet FX. L'objectif de ce projet, c'était de développer un système pour l'évaluation et la réalisation cognitive. Donc je vais commencer par présenter un peu le contexte et l'objectif du projet clé. Et ensuite, je vais détailler la plateforme en bourse, notamment son modèle de représentation du point de licence et le principe de son fonctionnement. Voilà, pour ce qui est du projet clé, voilà. Le contexte de ce projet, en fait, c'est sur l'évaluation et la réalisation des fonctions cognitives. Et dans ce cadre, en fait, là, on trouve dans la littérature concrètement plusieurs systèmes informatiques qui ont été développés ces dernières années. On a notamment des systèmes de réalité virtuelle destinés aux personnes atteintes de claustrophobie. On a également des environnements à base de Smith Game pour l'aide à la structuration des enfants avec autisme, ou des systèmes à base de règles pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans les environnements de travail, etc. En fait, l'avantage de ces systèmes, c'est qu'ils sont flexibles et facilement accessibles. Ils permettent également d'enregistrer les traces d'interaction, dont on va parler ce qui permet justement à l'expert ou au praticien de suivre les évolutions de ses utilisateurs. Donc ça, c'est les avantages. Mais dans la majorité des systèmes qui ont été développés dans ce cadre, il n'y a pas trop d'adaptation dynamique par rapport aux spécificités des utilisateurs. Il n'y a pas de personnalisation du comportement du système par rapport au profil de l'utilisateur, ses actions, son historique, etc. À partir de là, en fait, l'objectif du projet clé était de développer un serious game dans le cadre de la stimulation et la rééducation cognitive. Et notre tâche dans le cadre de ce projet, en tant qu'équipe SILEX ou laboratoire, était de proposer un outil intelligent qui permet justement de personnaliser le scénario d'une manière dynamique à son utilisateur. Donc j'entends par scénario, en fait, une suite d'activités qui est intégrée dans un jeu vidéo et qui permet à l'utilisateur d'atteindre un ou plusieurs objectifs d'apprentissage thérapeutique, essentiellement objectifs en guillemets sérieux, d'où la notion de substitutionnalité dans ce cas. Donc voilà rapidement en fait, le reste de ma présentation qu'on suit. Donc je vais commencer par décrire un peu plus le projet clé. Après, je présenterai le principe du jeu qui a été développé dans le cadre de ce projet. Et après, je vais présenter donc, la plateforme Bourse, notamment le modèle de représentation de connaissances que nous avons proposé, ainsi que le fonctionnement du générateur de scénario. On a fait quelques évaluations dans le cadre de ce projet, donc je vais dire quelques mots dessus. Et puis, je ferai une petite démonstration si j'ai le temps et des conclusions. Alors, clé, en fait, c'est comme cognitive, linguistique et sémiologiste. C'est un projet FUI qui a été soutenu par le pôle de compétitivité imaginant. L'objectif, comme je disais tout à l'heure, de ce projet est de développer un serious game pour la rééducation et la stimulation cognitive. Alors, les fonctions cognitives sur lesquelles on a travaillé dans le cadre de ce projet, donc il y a la perception, l'attention, la mémoire, le visuo-spatial, le raisonnement, le langage oral et écrit, ainsi que les compétences transversales, c'est-à-dire les compétences qui regroupent plusieurs fonctions cognitives. Alors, les partenaires, il y a il y a aussi un autre laboratoire de Lyon 2 spécialisé en tout ce qui est mécanisme cognitif, l'ANC, qui fait toujours par les partenaires académiques. Il y a le LUT5 qui est un laboratoire à Paris, et son intervention dans le cadre de ce projet, c'était plus sur les aspects ergonomiques des IHM, de l'interface machine. Et puis il y a la société GERIP qui est porteur du projet et qui est spécialisée dans le développement des outils d'apprentissage, notamment d'orthophonie pour les adolescents. Alors maintenant, par rapport au jeu qui a été développé, qui s'appelle Tom Connor, en fait ça se passe dans un manoir qui contient plusieurs salles. Pour l'exemple, j'ai mis ici un imprimé écran d'une de ces salles.
Comme on peut voir, chaque salle contient plusieurs objets, par exemple l'écran, la table, le fauteuil, etc. Et derrière certains de ces objets, en fait, se cachent des défis sous forme de mini-jeux. Et pour que l'utilisateur puisse lancer ces mini-jeux, il va dans un premier temps interagir avec les objets en question. Et pour pouvoir justement avancer dans le jeu, explorer votre environnement, votre lieu du manoir, il faut lancer tous les jeux du manoir, enfin tous les jeux pardon, de la salle. Donc voilà pour le principe. Là, j'ai mis sur écran un écran en fait, d'un mini-jeu. Rapidement, je vous fais une petite démonstration des jeux, de certains jeux, qui ont été développés dans ce projet. Donc là, comme on peut voir, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais dire. Donc on a ici les domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, perception, attention, mémoire, etc. Et dans chaque catégorie, on a plusieurs jeux. Là, par exemple, perception, on va avoir un jeu, attention, et puis on a aussi la notion de niveau de difficulté qu'on voit ici, au haut de l'interface, je ne sais pas si vous voyez tout ça. Donc on a pour chaque jeu, on a 9 niveaux de difficulté. Donc, juste pour exemple, je vous présente rapidement un jeu sur la perception, et en particulier sur l'identification des éléments. Il s'agit là d'une perception visuelle. Là, on nous demande justement de trouver l'élément qui se trouve dans le modèle, donc c'est assez simple. Après, on peut augmenter le niveau, et là, je peux échouer, parce qu'en fait, tout est paramétré. Il y a le temps de réponse, ça c'est pris en compte, le nombre d'éléments proposés, la complexité du modèle, ça peut être les chiffres, des schémas plus ou moins complexes, etc. Et là, si je dois revenir maintenant à la présentation, donc pour chaque domaine, donc on a développé, enfin en tout, on a développé 91 mini-jeux. Et sachant que pour chaque mini-jeu, il y a 9 niveaux de difficulté. Et l'objectif du générateur dont j'ai parlé tout à l'heure ici, c'est de sélectionner les bons jeux en fonction du profil de l'utilisateur et ses objectifs, et de fixer les paramètres de chaque mini-jeu sélectionné. Et présenter ça à l'utilisateur, qui progresse justement pour collaboration sur l'apprentissage. Puis on a plusieurs utilisateurs. Et sachant que les utilisateurs ont tous plus ou moins, c'est du cas par cas, il n'y a pas un profil unique qui représente les utilisateurs, d'où l'intérêt du processus d'adaptation qu'on propose dans le cadre de ce projet. Maintenant, je vais vous présenter justement la plateforme Works, qui personnalise justement le parcours de jeu et les scénarios d'apprentissage. Sachant que même si cette plateforme a été développée dans le cadre du projet clé, on avait une intention de développer une plateforme générique, c'est-à-dire potentiellement utilisable dans plusieurs applications et plusieurs jeux. Donc je vais présenter commencer à présenter le modèle de représentation de connaissances et puis le fonctionnement du générateur. Alors les connaissances dans Walls sont organisées en 3 couches, comme on peut le voir ici sur le schéma. Concept du domaine, ressources pédagogiques et ressources de jeu. Les concepts du domaine sont organisés sous forme d'un graphe acyclique, où les nœuds du graphe représentent les concepts du domaine, et les liens entre les graphes, représentent les relations qui peuvent exister entre les concepts. Là, par exemple, on peut avoir un concept mathématique qui a 2 sous-concepts en connexion avec 2 sous-concepts, addition, multiplication, soustraction, accumulation. Et sachant que les relations sont cycliques, comme je vais vous présenter tout à l'heure dans un petit exemple. Au niveau de la couche 2, on a des ressources pédagogiques. Les ressources pédagogiques peuvent être de différentes natures. Une définition, un exemple, un QCM, un théorème, etc. Et comme on peut le voir ici, c'est que chaque ressource pédagogique peut être en relation avec un ou plusieurs concepts. C'est justement à travers les ressources pédagogiques qu'on va essayer de véhiculer les concepts avec lesquels la ressource pédagogique en question est en connexion. Au niveau 3, donc on a les ressources de jeu. Dans le cadre du projet clé, les ressources ici sont les objets derrière lesquels se placent les jeux. En fait, c'est les objets avec lesquels le joueur peut interagir concrètement. Donc, si j'essaie de transposer ça par rapport aux connaissances du projet clé, donc dans le cadre de ce projet, en fait, pour chaque fonction cognitive, on a créé un concept, sachant qu'il peut y avoir aussi d'autres concepts. Par exemple, la perception, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une perception visuelle, auditive, schéma corporel, etc. Et du coup, pour
chaque sous-fonction, on a aussi créé un concept. Et du coup, sur le projet, on a créé une quarantaine de concepts. Et puis, on a créé des relations entre ces concepts. Donc, juste pour l'exemple, je vais présenter deux types de relations. Comme tout à l'heure, les relations sont citées. Là, on peut avoir qu'il y a une relation de type qui fait partie entre perception et visuel, auditif, corporel, qui veut dire que la perception peut être visuelle, auditive, corporelle. La deuxième relation, c'est une relation de prérequis. Et là, on a justement une relation de prérequis entre le langage écrit et la perception visuelle. Et ça, c'est naturellement, on ne peut pas avoir des compétences en langage écrit si on n'a pas de capacité de perception visuelle. Et ainsi de suite. Donc, pour tout le projet, donc on a créé 44 relations citées. Et puis, on a mis en relation certains de ces concepts avec les ressources pédagogiques. Et puis, on a mis les ressources pédagogiques en relation avec les ressources pédagogiques. Alors, pour ce qui est maintenant du principe du fonctionnement des générateurs, ça se passe aussi en 3 étapes, suivant le modèle que je vais vous présenter. Donc, dans un premier temps, je vais lire du bas. Donc, il y a un algorithme qui permet de sélectionner les concepts en fonction du concept désormais, mais aussi du profil utilisateur, des objectifs de la session. Le profil utilisateur, c'est des scores sur les concepts. C'est un modèle overview. Ensuite, donc, ce qui permet justement de générer un scénario conceptuel. Et à partir de ce scénario conceptuel, on va créer un scénario pédagogique en se basant sur les relations qui existent entre les ressources pédagogiques et les concepts de domaine, mais aussi en se basant sur le modèle de présentation et les modèles de conditions d'adaptation. Les conditions d'adaptation permettent de fixer le niveau de difficulté de chaque ressource pédagogique. Tout à l'heure, je vais présenter l'exemple de certaines difficultés par rapport aux jeux de perception visuelle. Donc ça, le rôle de ces conditions d'adaptation basées sur un système de base locale, c'est justement de fixer ce niveau. Et le rôle du modèle d'optagentation, c'est de structurer le scénario en fonction du type de ressources pédagogiques. Par exemple, dans un cours, on peut dire qu'on commence généralement par une présentation du concept, une introduction, et puis un exemple pour bien montrer comment ça fonctionne, et puis un exercice pour voir ce que les étudiants ont compris. Donc cet enchaînement de différents types de ressources pédagogiques est défini justement par le modèle de présentation. On n'a pas fixé a priori un modèle de présentation, c'est le concept justement de le définir, parce qu'on avait l'idée de justement définir quelque chose de génial. La troisième et dernière étape, c'est la génération de scénarios de jeu à partir du scénario pédagogique. Là, il suffit de sélectionner un certain nombre de ressources pédagogiques qui sont en relation avec les ressources de scénario pédagogique. Donc, cela, on s'en sert du modèle de jeu. Ensuite, donc, on présente le scénario utilisateur, il interagit avec. Donc, le système récolte les traces de l'utilisateur. Chaque action, on a un modèle, comme on a expliqué tout à l'heure, on a un type d'observe, comme on a expliqué tout à l'heure. Et puis, ces traces, on va les mobiliser justement pour faire évoluer le profil de l'utilisateur. On peut commencer par un profil T1, c'est-à-dire on va jouer, à la fin de la séance, on récupère les traces et on met à jour le profil. Aussi apprentissage. Rapidement, je vais vous montrer une petite vidéo de la plateforme. La plateforme est sur un serveur web. Les connaissances sont organisées sous forme de projet. Dans chaque projet, on a une fonction relative à un domaine donné. Donc, on peut créer de nouveaux projets, comme on peut aussi sélectionner un projet qui existe pour voir la structure des connaissances qu'il y a. Voilà la description. Et là, on a un exemple justement d'un petit modèle, juste pour l'exemple, où on voit les 3 couches, les relations qui existent entre eux. On peut éditer les propriétés des concepts, on peut aussi éditer les propriétés des relations, etc. De n'importe quelle couche, que ce soit concept, que ce soit ressources pédagogiques ou ressources de jeu. Et c'est génial dans le sens où on peut charger, par exemple, des fichiers classe, des mini-jeux, qui représentent, qui sont des mini-jeux dans le cadre du projet. Et c'est pareil, on peut aussi voir les profils des utilisateurs, les profils en fait, comme on peut le voir ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur, donc là, c'est des scores sur les concepts, par exemple, perception visuelle à 40%, par rapport à une chaîne normale. Et puis, pour la génération, il suffit que l'utilisateur s'identifie, il définit une sélection du modèle de présentation, il définit les objectifs de la session, et puis il clique sur générer, et là, on a justement le système à sélectionner un certain nombre de concepts qui sont conformes par rapport au profil utilisateur et aussi par rapport aux objectifs de la session. En gros,
s'il a sélectionné par exemple le concept de perception comme concept, sachant qu'on a perception, comme tout à l'heure, il y a 3 types de sous-concepts, et s'il a suffisamment de compétences par rapport à la perception visuelle, le système ne va pas implémenter un exercice par rapport à la perception visuelle parce qu'on sait qu'il a déjà mis. Enfin, c'est ça le principe un peu de fonctionnement, et après, on lance le jeu, on sait pas comment ça jouer, le système récupère la trace, et puis il y a un jour, voilà pour ce qui est du fonctionnement. Alors, après, une fois qu'on a développé ça avec l'aide de l'expert par rapport à la modélisation des connaissances du projet clé, on a mené deux évaluations. L'objectif de la première, c'est valider déjà les connaissances du projet clé et ainsi de valider les stratégies de sélection qu'on a adoptées. C'est les stratégies qui sont utilisées par le moteur de génération par rapport au scénario. Et la deuxième évaluation portait sur l'impact des scénarios générés par Wolf sur les utilisateurs. Alors, pour chaque évaluation, donc dans un premier temps, on a développé un prototype d'évaluation, une méthode. On a fait des expérimentations sur le terrain, et puis on a analysé les résultats. Pour la première évaluation, donc on a adopté une méthode comparative. Donc le principe ici, c'est de comparer la réalisation d'un expert qui crée manuellement des scénarios avec les scénarios générés par Gauss pour les mêmes inputs, pour les mêmes entrées. Et les entrées ici, c'est le profil utilisateur des objectifs de la session. Et puis après, à chaque fois que ça marchait, donc on était content. Quand ce n'était pas le cas, donc on fait quelques modifications par rapport à la structure des connaissances, ou même par rapport aux stratégies de sélection par rapport aux générateurs. Et puis, donc après plusieurs itérations, on a convergé par un modèle qui tient la route. Alors, par rapport justement à l'expérimentation qui a été étudiée, donc l'évaluation doit concerner 18 profils, 40 concepts, 40 relations, 91 de jeu. Et puis, durant cette phase de comparaison, l'expert a été filmé, donc on puisse justement analyser ses réalisations a posteriori. Et pour cela, on a utilisé un logiciel qui s'appelle ADIM, qui est développé par l'équipe Silex. Donc c'est un système à base d'annotation. En fait, on a les vidéos, à chaque fois qu'il y a un événement important, on annonce. Et puis on a exploité ces annotations pour justement mettre à jour et améliorer les connaissances. Alors, pour ce qui est de la deuxième évaluation, je répète que là, l'objectif, c'était d'étudier l'impact des scénarios Gauss sur les utilisateurs. On a aussi adopté une méthode comparative. Donc là, on avait deux groupes, des utilisateurs, un groupe qui utilise les jeux sérieux, notamment en général par Gauss, et un deuxième groupe qui utilise des outils traditionnels. Et là, c'est des exercices qui ont été faits. Donc, initialement, on a fait un pré-test, un questionnaire qu'on a soumis à tout le monde. Et puis, le groupe A a utilisé Gauss, le groupe B a utilisé des tests traditionnels. Et puis, on a soumis un post-test. Et puis, on a comparé les résultats par rapport au pré et au post-test pour voir la progression de chaque groupe. Est-ce qu'il y a un plus par rapport aux utilisateurs qui ont utilisé Gauss? Alors, rapidement, pour vous montrer un peu l'environnement de cette évaluation, en fait, je tiens à remercier une association qui s'appelle Handicap Réussir, qui est basée à Villeurbanne. Donc, ils ont quand même mobilisé les personnes qui suivent pour faire cette expérimentation. Donc, on avait en tout 12 utilisateurs de différentes tâches. On a 5 devant eux. En fait, là, on voit uniquement le groupe qui utilise les scénarios Gauss, parce que dans notre groupe, il y avait un mineur. Et on n'avait pas le droit de filmer sans autorisation séparée. Donc voilà ce qu'on peut remarquer par rapport aux résultats, c'est que ici on a la phase de pré-test, post-test. Si on regarde la moyenne des types, on peut constater qu'il y a une petite amélioration des utilisateurs qui ont utilisé Gauss par rapport à notre groupe. Et pour moi, c'est très prématuré d'affirmer ce résultat avec force, parce qu'il faut plusieurs tests pour voir si c'est le cas. Mais l'essentiel, c'est un résultat qui est encourageant à ce stade-là. Et suite à toutes ces évaluations, on a fait quelques modifications par rapport au modèle de connaissance. On a ajouté un nouveau concept, un nouveau type de relation, et 5 nouvelles relations pour concept, et puis on a changé quelques stratégies de sélection. Je pense que j'arrive à la conclusion. Voilà, c'était un projet pluridisciplinaire
développer plusieurs partenaires. Il y avait aussi d'autres partenaires, des prestataires qui ont développé des mini-jeux. Nous, on a développé uniquement la plateforme, donc c'est notre compagnie. Donc, ce qu'on aimerait faire dans le futur, c'est faire plusieurs expérimentations avec à la fois des praticiens, mais aussi des utilisateurs pour justement confirmer s'il y a un rapport de bourse ou pas. Et aussi, se focaliser, essayer de travailler sur les aspects traces, parce que pour le moment, on utilise les traces pour mettre de connaissances, pour mettre à jour le profil. Ce qu'on aimerait faire, c'est aussi utiliser les traces pour mettre à jour les connaissances du domaine. Pour assister, par exemple, l'expert du domaine à faire évoluer ses mots. Pour les chercheurs, il y a certaines publications qui sont sur le site du risque pour les voir si vous voulez plus de détails. Je vous remercie. Comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Enfin, la plateforme est en ligne. Non, mais comment ça s'appelle? L'entreprise Philippe Rive. Oui. Comment il l'utilise? Parce qu'à un moment donné, il avait diffusé dans son réseau. Oui, oui, il a en fait ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas tout présenter par rapport aux évaluations et aux tests. Philippe Rive, donc le partenaire projet, a présenté la plateforme devant plusieurs experts profilistes, ce qui nous permet justement de faire un retour par rapport à l'interface, aussi quelques modifications par rapport au fonctionnement de l'interface. Puis, les exercices sont accessibles en ligne sur le site de la société GILIP. Après, pour le fonctionnement, je pense que c'est payant. Je ne sais pas si on peut accéder gratuitement. Mais le social, c'est quelque chose qui est utilisé sur le télé. Et nous, on aimerait bien l'utiliser dans notre contexte, justement très GILIP. Ouais, je sais pas. Soit Merci. Ouais, merci pour votre attention.